Bonjour à toutes et tous, merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de La Grande Hache, l'émission d'histoire du média. Il y a tout juste 60 ans, le 17 octobre 1961, les Algériens qui manifestaient pour protester contre la mesure de couvre-feu qui frappait les Français musulmans d'Algérie, on est à la fin de la guerre d'Algérie, cette manifestation est réprimée avec une violence inouïe. La police française assassine des dizaines au moins, on n'a pas les chiffres exacts, de manifestants, elle en blesse beaucoup d'autres, pendant la manifestation, pendant les heures et les jours qui suivent la manifestation, le tout sous les ordres du préfet de la police de Paris, Maurice Papon. On a fait une émission, La Grande Hache, qui a été consacrée à cet épisode en lui-même. Souvenez-vous, vous pouvez la regarder encore, elle est toujours disponible sur YouTube, avec Emmanuel Blanchard, historien de cette période, et on est revenu en détail sur l'horreur des faits, sur la difficulté aussi d'avoir un bilan complet. Je vous propose aujourd'hui de rencontrer l'historien Fabrice Riceputi. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler bien sûr des faits eux-mêmes et de cette répression absolument hallucinante commise en toute impunité par la police parisienne, mais aussi pour parler d'un livre que tu as publié récemment qui s'appelle « Ici, on noya les Algériens » avec un sous-titre « La bataille de Jean-Luc Einaudi pour la reconnaissance du massacre policier et raciste du 17 octobre 1961 ». Autrement dit, il s'agit d'un livre qui raconte la difficulté extrême qu'il y a eu à mettre les faits en lumière, à faire sortir de l'occultation totale dans laquelle ils ont été pris ces événements absolument incroyables et bien peu reluisants pour la France, pour les institutions de la Ve République, pour la police française en particulier. Donc ces assassinats en série de dizaines d'Algériens pendant cette manifestation, au soir de cette manifestation et dans les jours qui ont suivi. Il y a toute une histoire du combat donc, pour faire reconnaître les faits. Cette histoire, elle est encore en cours, mais elle a eu un acteur particulièrement important qui est le héros de ce livre et qui est là dans le sous-titre, donc Jean-Luc Einaudi. Fabrice Riceputi est historien, il s'occupe entre autres du site histoirecoloniale.net et s'est spécialisé en particulier dans les recherches autour des disparus de la guerre d'Algérie, des très nombreux Algériens, mais parfois aussi Français, comme Maurice Audin, c'est le cas le plus célèbre, qui ont été torturés ou exécutés sommairement par l'armée française, en particulier pendant la bataille d'Alger de 1957. Et il y a un site sur le web donc, que Fabrice Riceputi développe avec Malika Rahal et qui s'appelle milautres.org. Le vrai nom, je crois, c'est des Maurice Audin par milliers. C'est donc un travail de recherche qui a pour matière première, je dirais, les archives ou ce qu'il en reste, et évidemment les questions qui se posent, les difficultés qui sont rencontrées, la problématique d'ensemble aussi, est la même que celle que l'on rencontre lorsqu'on veut faire l'histoire, sortir de l'ombre qu'aménager la raison d'État, cette histoire du 17 octobre 1961, et donc des assassinats perpétrés en série par la police française. On peut peut-être revenir d'abord un petit peu sur les faits eux-mêmes, quand même, pour les rappeler à ceux qui nous regardent. Oui, alors tu as rappelé à juste titre que le 17 octobre, c'est beaucoup de morts, hein, un nombre, on en parlera, qu'on ne peut pas déterminer avec exactitude, mais ce n'est pas seulement ça. C'est par exemple d'abord une immense rafle, une des rafles les plus colossales de l'histoire de France, puisque le seul jour du 17 octobre, en quelques heures, la police annonce avoir arrêté, hein, il faut mettre des guillemets, 11 500 personnes, hein, sur une manifestation que la police estime à 20 à 30 000, ce qui est vraiment considérable. Donc on voit bien qu'ici, il y a un objectif qui est d'arrêter de détenir et d'interroger les Algériens pour obtenir des informations sur une fédération de France du FLN clandestine qu'il s'agit de détecter et de détruire. Et en ce sens, c'est la même préoccupation qui était celle de Massu à Alger en 1957. Donc il y a une dimension militaire finalement. Bien sûr, et il y a une militarisation de la répression qui est en fait une importation en métropole d'une technique de répression coloniale dont Maurice Papon est un expert. Il a acquis cette expertise au Maroc dès 1949, de mémoire. Il était administrateur colonial. Oui, et ensuite il est préfet à Constantine à 2 reprises, à des moments absolument clés de la répression. C'est un théoricien et un praticien de ce que les militaires appelaient la doctrine de la guerre révolutionnaire,
hein, la contre-insurrection, qui en gros est basée sur la torture et l'action psychologique, quoi. Bon. Et il y a vraiment... les populations de soutenir, voilà, il faut vider le bocal autour du poisson. Le FLN est conçu comme un rhizome vénéneux, comme dit Raphaël Branche, au sein de la population civile. Et pour l'atteindre, il faut passer par toute la population civile, qui est donc prise comme cible. Hein, voilà. Et c'est ce que pratique Maurice Papon le 17 octobre, en détenant, alors en vertu de l'état d'urgence qui est en vigueur à ce moment-là, hein, qui lui donne le droit de coffrer pendant un temps infini, enfin illimité, sans raison particulière, quiconque lui paraît suspect. Et c'est le cas donc de ces gens qui sortent pour manifester pacifiquement. Voilà. Donc c'est très important de montrer que ce qui se passe le 17 octobre n'est absolument pas une explosion soudaine, imprévisible et sans lendemain et sans veille, hein, de violence policière. En fait, c'est littéralement un aboutissement. C'est préparé. Voilà, c'est ce que montrent très bien les historiens britanniques Jim House et Neil McMaster dans un livre qui vient d'être réédité en poche. C'est que le 17 octobre n'est qu'un pic, un paroxysme dans une longue période qu'il qualifie de terreur d'État. Et c'est une terreur d'État qui est une terreur de type colonial, dans laquelle on peut se permettre des violences extrêmes parce qu'on a affaire à des gens qui, par leur statut, dont la vie ne compte pas du fait de leur statut de colonisé. D'habitude, ça, c'est aux colonies, mais là, c'est alors en ici, France. voilà, c'est en France. Alors, bien sûr, dans le contexte français, c'est un peu plus difficile, et c'est pour ça qu'on a réussi à mettre quand même un certain nombre de noms sur les victimes du 17 octobre, parce que eh bien, des corps étaient forcément amenés à l'Institut médico-légal. Ils n'étaient pas tous jetés dans la Seine, certains ont été repêchés, pas tous, etc. Donc il y a aussi en métropole à ce moment-là quand même encore quelques instances il y a une opposition parlementaire, par exemple, qui va s'exprimer. Il y a une presse qui va quand même, après avoir beaucoup relayé le mensonge officiel, selon lequel il y avait eu 3 morts, hein, 2 Algériens et un Européen. Alors c'est intéressant parce que Papon est obligé de reconnaître la mort de l'Européen, c'est le seul dont on lira le nom dans les journaux. Mais ils mentent, ils disent que c'est un arrêt cardiaque. Voilà, en disant qu'il est mort d'un arrêt cardiaque alors qu'il est mort, on lui a éclaté le crâne. Et puis les 2 Algériens dont il reconnaît la mort au pont de Neuilly, c'est parce qu'une dépêche de l'AFP a publié la nouvelle dans la soirée et qu'il ne peut pas les passer sous silence. Il aurait probablement passé la totalité des morts sous silence. Bon, alors... Vraiment insister sur cet aspect-là des choses, c'est l'actualité de l'historiographie, c'est ça. C'est qu'on est dans un aboutissement de massacre colonial à une époque où l'indépendance de l'Algérie est une certitude. Ce n'est plus qu'une question de date et de modalité. Hein. Et donc, on est à quelques mois des accords d'Évian. Voilà, on est à 5 mois de la fin de la guerre. Absolument. Alors ici se pose la question donc, des divisions à l'intérieur du pouvoir gaulliste pour arriver à expliquer pourquoi cette violence s'exerce encore à ce moment-là comme ça. Hein. C'est-à-dire que ce crime de masse a été couvert, mais donc parce que de toute façon De Gaulle, même s'il désapprouvait sans doute ce qui s'est passé, considérait que c'était pas, disons, quelque chose de fondamental et que de toute façon on ne pouvait pas remettre en cause, disons, les institutions pour ça. En revanche, c'est une partie de l'appareil d'État autour du Premier ministre, hein, Debré, Michel Debré, qui elle a été active et qui a organisé, via Papon, cette répression, si j'ai bien compris. En octobre 61, les négociations avec le FLN sont suspendues. Elles sont très avancées. De Gaulle vient d'accepter d'abandonner le Sahara aux Algériens. Le rêve de négocier avec une autre force que le FLN, qui a existe encore. Hein, le gouvernement français a fabriqué un parti algérien de toutes pièces à Paris, bon, mais ça foire lamentablement. Un interlocuteur qui serait plus complaisant et avec qui on pourrait négocier une solution. Mais le pouvoir meilleure. gaulliste est divisé. Hein. Il y a eu c'est Gilles Manceron qui a écrit un texte récemment là-dessus et qui est très convaincant. Michel Debré, on sait que c'est un partisan farouche de l'Algérie française. Il est totalement opposé à l'idée de négocier avec le FLN. Et De Gaulle lui a permis d'évincer du gouvernement, par exemple, le ministre de la Justice de l'époque, qui s'appelait Edmond Michelet, qui était un libéral, que Debré accusait d'être le représentant du FLN au Conseil des ministres, rien de moins. Il faut rappeler que Debré était très, très Algérie française. Oui, son nom apparaît dans beaucoup de complots et dans les putschs militaires, etc. Bon. Il a également écarté un ministre de l'Intérieur qui n'était pas assez docile pour le remplacer par Roger Frey, celui qui est en fonction au 17 octobre. Donc il y a vraiment une ligne qui va de Matignon à Papon en passant par Roger Frey à l'intérieur, de gens qui tentent en fait de saboter, autant qu'ils le peuvent, le processus de négociation vers l'indépendance avec le FLN.
Donc derrière ces massacres, il y aurait des tentatives pour finalement faire capoter la solution de la guerre? Indéniablement, il y a cette volonté-là. Alors, quant à De Gaulle, on ne peut pas l'exonérer entièrement de toute responsabilité. Il est le président de la République. Pouvait-il ignorer la terreur policière qui règne dans les bidonvilles et les quartiers qu'on appelait les médinas, les ghettos arabes de Paris, depuis des semaines? Bien sûr que non, il ne l'ignorait pas. Il l'a laissé faire. Et puis, je voudrais rappeler aussi que Maurice Papon a eu beau jeu de rappeler, lorsqu'il aura des ennuis avec la justice un peu plus tard, beaucoup plus tard, que De Gaulle n'a cessé de le féliciter et l'a maintenu en poste jusqu'en 1967. Hein, après le 17 octobre, après Charonne, il est resté le préfet de police de Paris. Donc, non seulement il n'a pas été désavoué, mais il a été... On commence à comprendre pourquoi, un thème qu'on abordera probablement après, pourquoi il est si difficile de reconnaître pleinement cet événement aujourd'hui, parce qu'on s'attaque à un mythe fondateur de la Ve République. Hein, voilà. Ben oui, enfin, c'est des faits qui sont absolument inassumables, mais qui pourtant engagent massivement la responsabilité des institutions. Et c'est bien dans ce sens-là qu'on doit parler d'un crime d'État, et que c'est un crime d'État qui doit être reconnu, et non pas les excès passagers de quelques-uns. Un accident, oui, ou des choses qui auraient été marginales. Oui. Ouais, c'est ça. On a parlé de Charonne à l'instant. Quelques mois plus tard, il y a cet événement, la répression de la manifestation à Charonne, qui fait 9 morts à Charonne, cette fois-ci parmi des Français d'origine européenne, essentiellement des communistes. Et c'est là encore toujours donc, Maurice Papon qui est à la manœuvre. Oui, absolument. Charonne, c'est l'événement qui va être commémoré dans la gauche française, surtout communiste, pendant des années, comme l'événement, enfin comme la répression du mouvement contre la guerre d'Algérie. Alors, il y a eu, au moment de Charonne, un acte commémoratif fondateur extrêmement important, les obsèques des 8 morts, puisque le 9e mourra plus tard, donc tous communistes et tous français, quelques jours après, le 8 février 1962. C'est une des plus grandes manifestations de l'histoire de France, hein, qui accompagne les cercueils au Père-Lachaise. Et ça, c'est vraiment un acte commémoratif fondateur de la gauche française. Alors ce jour-là, il y a un orateur à la tribune qui fait une allusion aux Algériens du 17 octobre, c'est l'orateur de la CFTC. Confédération des travailleurs chrétiens. Mais sinon, les Algériens du 17 octobre sont totalement oubliés à ce moment-là. Bon, il faut rappeler que les Algériens sont seuls dans la rue le 17 octobre. Hein. Il y a eu des négociations avec le Parti communiste français pour tenter de mettre au point une riposte unitaire contre le couvre-feu. Ces négociations ont capoté. Et donc le FLN la Fédération de France de FLN, manifeste seule. C'est très important. Au lendemain du massacre, il n'y a qu'une seule manifestation de rue en protestation. Elle est organisée par le PSU le 1er novembre à la place Clichy. Il y a quelques milliers de manifestants. Le Parti socialiste unitaire. Oui, donc un mouvement extrêmement minoritaire. Hein. Et puis arrive Charonne. Et voilà. Alors, pour les morts algériens, il n'y a évidemment pas d'acte commémoratif fondateur comparable, puisqu'ils n'ont pas eu d'obsèques, hein, ni géantes comme celle de Charonne, ni même d'obsèques tout court, puisque leurs corps ont été enterrés à la sauvette au cimetière de Thiais. Certains ont pu être enterrés dans les bidonvilles par leurs camarades qui, on a des témoignages sur lesquels des corps ont été ramassés pour qu'ils ne soient pas remis aux autorités. D'autres ont disparu définitivement dans les cours d'eau et dans les canaux. Voilà. Si on revient sur le bilan, précisément, le bilan donc en nombre de morts, tu disais que c'est impossible, par définition, parce qu'on est face à un massacre colonial, de savoir exactement ce qu'il en est. Non seulement il y a les biais, les difficultés que tu évoquais à l'instant pour faire ce décompte, mais en plus il y a eu des déportations massives d'Algériens dans les jours et les semaines qui ont suivi vers l'Algérie, dans des camps où certains sont morts aussi. Absolument. Quelques jours plus tard, il y a 1 millier, je crois, de mémoire, d'Algériens qui sont expulsés par avion à Orly. On a fait au moins 2 avions. Alors c'est probablement pas 1 millier. On invite les caméras, les journalistes. Normalement, les Algériens, on les expulse par bateau. Hein, ça coûte beaucoup moins cher. Là, on les met dans des avions. Et il y a même, je crois que c'est le Figaro qui publie le menu qui est offert à ces Algériens dans l'avion. Alors c'est un moment où le gouvernement est un peu en difficulté. Et donc il tient à montrer qu'il traite bien ces gens dont on dit qu'ils sont rapatriés dans leur douar d'origine. Alors en réalité, c'est un mensonge. En réalité, lorsqu'ils arrivent en Algérie,
ils sont internés dans des camps, dans un des très nombreux camps qu'on appelle des centres d'hébergement, mais qui sont des camps de concentration, où ils rejoignent leurs camarades qui sont déjà très très nombreux, et où on sait que se produisent des disparitions nombreuses. Voilà. Donc c'est un des segments de cette population qui est absolument impossible à compter. Voilà. Il faut ajouter à ça qu'il y a immédiatement des destructions d'archives, des falsifications de documents. Par exemple, les archives de la brigade fluviale de Paris, qui était l'organisme qui repêchait les cadavres quelques jours après dans la Seine, ont mystérieusement disparu. Et il faut ajouter que beaucoup de ces archives, alors aussi policières par ailleurs, sont restées sous le contrôle de Maurice Papon jusqu'en 1967. Et donc il y a eu le temps de faire le ménage dans ces archives-là. Alors ça nous amène directement à l'objet du livre, c'est-à-dire cette bataille de Jean-Luc Einaudi, à une époque où on ne parlait absolument pas, où le grand public ignorait tout, on peut le dire, de ce qui s'est passé ce mois d'octobre 1961. Pourquoi est-ce que c'est lui, Jean-Luc Einaudi, donc, qui est, en quelque sorte, je disais au début, le héros de ce livre, en tout cas celui qui a porté le désir de connaître la vérité? Alors tu utilises le mot héros, c'est le mot qu'a utilisé le grand historien algérien Mohamed Arbi au moment où Jean-Luc Einaudi est mort en 2014. Il a dit qu'il était un héros moral. Et la formule est très juste. Alors, pour résumer en quoi a consisté cet héroïsme, d'abord, il est celui qui produit la première véritable histoire crédible du 17 octobre, qui ruine la version officielle que Maurice Papon pouvait encore soutenir à ce moment-là, qui appuie cette histoire sur une collecte de témoignages extrêmement étendue d'Algériens, de policiers, de toutes sortes de témoins, qui s'appuie sur les archives auxquelles on l'a laissé accéder, c'est-à-dire très peu, puisqu'on lui refuse à ce moment-là systématiquement ce passe-droit qu'on appelle la dérogation pour accéder aux archives de la police et de la justice en particulier. Ça, c'est dans les années 80 ? Alors ça, il commence le travail dans les années 80. Jean-Luc Einaudi, c'est un ancien militant révolutionnaire marxiste-léniniste qui abandonne son organisation, enfin qui arrête de militer en 82 et qui devient éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse. Ce sont des prolongements de son engagement militant et qui, sur son temps libre et à ses propres frais, commence à s'attaquer à des sujets qui sont véritablement des sujets tabous, et notamment de la gauche, et notamment de la gauche communiste, dans ces années-là. Et qui ne sont pas traités par les historiens professionnels non plus, alors. Qui sont totalement en dehors du territoire de l'historien universitaire. Le premier travail qu'il fait est très important, il le fait sur l'affaire Fernand Yveton. Cet ouvrier communiste algérien, d'origine européenne, comme on dit, qui a été condamné à mort et exécuté avec l'aval de François Mitterrand, alors qu'il n'avait commis aucun crime de sang. Il avait posé une bombe destinée à saboter l'usine dans laquelle il travaillait, qui ne devait tuer personne, qui n'a pas explosé. Il n'en a pas moins été condamné à mort et exécuté. François Mitterrand était ministre de l'Intérieur, je le rappelle au passage, ministre de l'Intérieur de la 4e République. Il devait se prononcer sur les demandes de grâce, et il s'est prononcé contre la demande de grâce, qui a été décisive dans l'exécution de Fernand Yveton, mais aussi de dizaines de condamnés à mort algériens, sous son ministère. Alors, l'affaire Fernand Yveton, elle est une épine dans le pied, bien sûr, de la République française, mais aussi du Parti communiste, qui avait dissuadé son avocat de le défendre dans un premier temps, etc. C'était un membre du Parti communiste algérien qui avait rallié le FLN. Ça, c'est le premier travail important de Jean-Luc Einaudi. Il reçoit la caution de Pierre Vidal-Naquet, lui qui n'est historien ni de formation ni de métier. Vidal-Naquet loue son travail. Son livre ne fait pas beaucoup de bruit. Et ensuite, il s'attaque au 17 octobre. Et alors là, c'est un morceau encore bien plus gros. Et donc, ça aboutit à la publication en 1991, donc pour les 30 ans, aux éditions du Seuil, c'est-à-dire dans une maison d'édition qui tire le bouquin à 20 000 exemplaires, qui a de la surface, qui reprend le terme qu'avait utilisé Maurice Papon, qui s'appelle « La bataille de Paris, 17 octobre 1961 ». Ce livre est considéré comme un événement à l'époque. Le journal Libération, par exemple, fait 8 pages pour la sortie du livre, parce que c'est vraiment le premier... Alors, il y a eu des livres avant, notamment celui de Michel Lévin, mais qui était passé totalement inaperçu et qui avait beaucoup moins de consistance que celui de Jean-Luc Einaudi. C'est vraiment le premier récit historique crédible, qui contextualise, qui s'appuie sur des sources traitées avec les méthodes historiques. Voilà. L'héroïsme de Jean-Luc Einaudi, c'est pas seulement ça. C'est pas seulement donc sans être historien, d'avoir été en fait un pionnier de l'historiographie de la guerre d'Algérie.
c'est aussi d'avoir été amené par un concours de circonstances à affronter directement Maurice Papon par 2 fois dans des prétoires. Voilà. Alors ça, c'est encore c'est l'aspect un peu romanesque quasiment de cette histoire. Hein. Il y a 2 épisodes qui s'en suivent, hein, donc, en 1997, puis en 1999, et qui sont liés à d'autres aspects tout aussi peu reluisants du passé de Maurice Papon, et en particulier le fait que Maurice Papon s'est retrouvé traîné dans les tribunaux, non pas pour son action contre les Algériens pendant la guerre d'Algérie, mais pour son action au service de Vichy et son rôle dans la déportation. 16 ans après qu'on ait découvert que Maurice Papon, qui venait de quitter le ministère du budget de Valéry Giscard d'Estaing, hein, c'est quand même une sommité gaulliste de l'époque, 16 ans après qu'on ait découvert son rôle absolument décisif dans la déportation d'environ 1600 juifs de Gironde vers Drancy, et évidemment puis vers Auschwitz, s'ouvre son procès à Bordeaux pour complicité de crimes contre l'humanité. Alors, évidemment, on ne juge, comme disait Pierre Vinalier, qu'une moitié de Maurice Papon, sa moitié vichiste. L'autre moitié, elle est nécessairement impossible à juger, puisqu'elle est couverte par l'auto-amnistie que la France a faite dès 1962. Aucun fait relatif à la guerre d'Algérie ne peut être poursuivi. Bon. Et puis sur le fond, c'est aussi parce que il y a une protection, enfin ça engage l'appareil gaulliste cette fois-ci. Bien sûr, oui, bien donc sûr. L'opposition vichiste-gaulliste ne marche pas dans le cas de Papon. Exactement. Les parties civiles juives au procès de Bordeaux, donc de Maurice Papon, à la cour d'assises de Bordeaux, le MRAP également, s'adresse à Jean-Luc Einaudi, qui est l'auteur donc de la bataille de Paris, en lui demandant de témoigner sur l'autre moitié de Papon. Alors, dans le cadre de ce qu'on appelle l'examen du curriculum vitae de l'accusé, il faut savoir qui on juge. Portrait moral. Voilà, donc, voilà. Et leur objectif est bien sûr de montrer qu'il y a une continuité dans le mensonge, la dissimulation, les activités criminelles. Et alors, Jean-Luc Einaudi, éducateur à la PJJ, qui n'a jamais témoigné que devant des juges pour enfants, se retrouve dans le procès le plus médiatisé de l'après-guerre en France, avec l'écrasante responsabilité de faire éclater la vérité face à Maurice Papon lui-même. Hein. Il passe 2 heures à la barre et il fait le premier événement du procès. C'est le 16 octobre 1997. Il fige le tribunal. Hein. On raconte que les policiers qui devaient faire le service d'ordre dans les couloirs rentrent et l'écoutent de façon passionnée. Et c'est le premier événement. Papon lui-même est complètement estomaqué. Ses défenseurs ne s'attendaient pas à un tel déballage de vérité historique. Parce qu'il révèle tout ce qu'il peut savoir sur alors les événements. Il déroule, hein, sans note bien sûr, toute sa connaissance de l'événement. Et alors, c'est le 16 octobre, et le 17 octobre, le lendemain, il y a une sorte de libération de la parole journalistique. Dans les milieux informés, c'était un secret de polichinelle, l'histoire du 17 octobre. On savait bien qu'il y avait eu un massacre. Mais là, on a le droit d'en parler. Et donc la presse française, audiovisuelle, etc., internationale, fait ses unes sur le massacre oublié du 17 octobre 61. Donc c'est un moment très important pour la diffusion dans le grand public hein, de la connaissance qui commence à se faire sur cet événement. Et alors ça n'est que le premier épisode, puisque 2 ans plus tard, très étrangement à première vue, Maurice Papon décide d'attaquer Jean-Luc Einaudi en diffamation. Il croit encore que les institutions d'État vont le courir. Quoi. Oui, et puis il est en appel de sa condamnation à 10 ans pour complicité de crimes contre l'humanité, et il lui faut absolument essayer d'alléger son dossier en vue de l'appel. C'est vraiment ça la raison profonde. Évidemment, il avait eu l'occasion d'attaquer Jean-Luc Einaudi en diffamation des milliers de fois depuis des années, et d'autres aussi, hein, il ne l'a jamais fait. C'est bien pour ça qu'il le fait. Alors il attaque une phrase publiée dans Le Monde qui dit que sous ses ordres a été commis un massacre. Et alors là, il y a le procès de 99, donc devant la 17e chambre correctionnelle de Paris, qui juge les affaires de presse. Procès de Jean-Luc Einaudi, donc, voilà. Sur plainte de Papon. C'est Maurice Papon qui attaque Jean-Luc Einaudi, donc le falsificateur de l'histoire qui s'estime diffamé par celui qui a dit la vérité, quoi, hein. Alors ici, il y a 4 jours de procès, et en fait, c'est quasiment la première fois que dans un prétoire, on voit défiler des témoins d'une violence coloniale liée à la guerre d'Algérie. Hein. Il y a eu très très peu de cas comme ça, puisque évidemment Einaudi et son avocat Pierre Mérat transforment le procès en tribune,
avec le concours, par exemple, de Pierre Vidal-Naquet, avec le concours d'Algériens qui viennent raconter, avec le concours de policiers, de journalistes, etc. Et le procès aboutit à la relaxe de Jean-Luc Einaudi, et le procureur, dans son réquisitoire, admet qu'on puisse parler à bon droit de massacre. Et c'est la première prise de position officielle sur la question depuis 1961. C'est une décision de justice. C'est le pouvoir judiciaire qui émet un verdict à ce sujet. Il y a indépendance, de fait, entre pouvoir judiciaire et pouvoir exécutif, et pouvoir d'État. Là, en tout cas, on peut le constater sur ce point, à ce moment-là. Et alors, il y a d'autres héros, j'allais dire, dans cette affaire, qui sont intervenus aux deux moments, d'ailleurs, 1997 et 1999, qui sont mis aussi en scène dans ton livre. Ce sont les archivistes. Ouais. Alors ça me tient particulièrement à cœur parce que ce sont d'anciens élèves de l'école des Chartes. Il se trouve que je suis passé par l'école des Chartes. Et ce sont des héros eux aussi, tous les deux. Brigitte Lenné, qui est malheureusement disparue aujourd'hui, et puis Philippe Grand, parce que, contre leur hiérarchie, ils ont fait prévaloir une loi supérieure, je dirais, sur des règlements, sur des lois subsidiaires, pour faire émerger la vérité que l'État continuait à tenter d'occulter dans cette affaire. Oui. Les deux archivistes, Philippe Grand et Brigitte Lenné, jouent un rôle absolument décisif dans la défaite judiciaire de Maurice Papon en 1999. Toutes deux témoignent, l'une oralement et l'autre par écrit, à la demande de Jean-Luc Einaudi, que dans les archives dont l'accès est refusé à Jean-Luc Einaudi, alors qu'il est autorisé à d'autres, ce qui les scandalise déjà dans un premier temps, dans ces archives judiciaires, dont ils ont la charge, qu'ils connaissent très bien, se trouvent des preuves d'un massacre, c'est-à-dire du fait qu'il y a eu infiniment plus de victimes que les deux ou trois reconnus par Maurice Papon. Voilà tout ce qu'ont fait Brigitte Lenné et Philippe Grand, c'est-à-dire à la demande de la justice, venir dire ce que leur conscience de citoyen leur commandait de dire. Bien. Mais c'était en fait une prise de risque immense. Alors, il s'avère que dans le contexte de l'époque, c'est effectivement une prise de risque immense. Il y a un acte de courage insigne. Voilà. Et Brigitte Lenné, dès son retour, après sa déposition aux archives de Paris, puisqu'ils sont tous les deux conservateurs aux archives de Paris, reçoit un savon de son directeur, qui la menace de poursuites non seulement internes mais judiciaires, en prétendant qu'elle aurait trahi sa mission de service public, qui est, d'après lui, celle de la boucler, quoi. Hein. Voilà. Et chose extraordinaire, ces deux archivistes vont être victimes d'une sorte d'interdiction professionnelle déguisée, de sanctions internes déguisées. Hein. Alors le directeur des archives tente de les faire partir, il n'y arrive pas, mais ils vont, pendant 6 ans, être enfermés dans un placard, être interdits de travailler. Placardisés. C'est de la maltraitance au travail, en fait. Voilà, absolument, oui. On a vraiment une sorte de persécution professionnelle, quoi. Hein. Si on revient à la chronologie, déjà en 97, Philippe Grand avait, me semble-t-il, communiqué au journal Libération lors du procès pour crimes contre l'humanité de Papon et à l'occasion... Un peu après, oui. Un petit peu après, pardon. Une des conséquences de la déposition d'Einaudi au procès Papon, c'est que le gouvernement a été obligé de s'exprimer sur le 17 octobre et sur la question des archives. Et à ce moment-là, Catherine Trautmann, qui est ministre de la Culture, en charge des archives, commet l'imprudence d'annoncer qu'elle ouvre les archives sur le 17 octobre. Or, on est en pleine cohabitation, il y a Jacques Chirac à l'Élysée, Lionel Jospin à Matignon, et Trautmann raconte dans ses mémoires qu'elle reçoit immédiatement un coup de téléphone furibard de Jospin, qui a dû se faire remonter les bretelles par Chirac, lui disant « mais qu'est-ce que tu racontes, c'est pas comme ça qu'on va faire du tout, etc. » Parce que l'appareil gaulliste autour de Chirac... Au même moment, Assouline, qui veut prendre aussi la ministre de la Culture au mot, se rend aux archives de Paris, rencontre Philippe Grand, et lui dit il paraît que les archives sont ouvertes, vous pouvez me montrer. Et Grand lui dit mais bien sûr, tout en sachant très bien que... Il prend sur lui de le faire. Voilà. Et Libération peut faire sa une sur les preuves archivistiques d'un massacre le 17 octobre. Oui. Alors, elle donne même l'image d'un relevé des morts. Hein, oui.
Et cette fois-là, il y a une tentative de la direction des archives de sanctionner Philippe Grand, mais c'est trop, enfin politiquement, c'est pas possible, après avoir annoncé qu'on ouvrait les archives, de s'en prendre à lui, donc on le fait pas. En revanche, 2 ans plus tard, là, ce sont vraiment les foudres qui tombent sur Brigitte Lenné et Philippe Grand, et avec le concours de la mairie de Paris socialiste, je ne sais plus à quelle date exactement, en tout cas en 2001, c'est Bernard Delanoë, Bertrand Delanoë. Il y a une bagarre, hein, il y a des gens qui prennent la défense de Brigitte Lenné et Philippe Grand, mais ça ne mord pas très fort, ni en particulier chez les historiens, hein, chez qui pour lesquels il n'y a pas vraiment de fumée sans feu, et en fait, on admet volontiers que le rôle des archivistes est de garder les secrets de l'État, quoi, hein. Il y a quand même cette idée-là qu'on a du mal à dépasser. C'est un aspect très, très important, je trouve, de cette histoire et du livre, et particulièrement choquant aujourd'hui, me semble-t-il, c'est la façon dont la corporation des archivistes va se mobiliser pour exiger auprès de l'État des sanctions contre Brigitte Lenné et Philippe Grand. Il va y avoir une pétition massivement signée. Une supplique pour qu'on sanctionne les deux hérétiques que sont Brigitte Lenné et Philippe Grand. Ça paraît totalement surréaliste. Avec la signature massive des conservateurs d'archives les plus gradés, hein. C'est ça. Bon, et là, on constate qu'il y a à cette époque-là un conservatisme, c'est le cas de le dire, vraiment un état d'esprit extrêmement réactionnaire dans la corporation des archivistes, qui se sent menacé, hein, dans son existence même par ce simple fait qu'on a rappelé tout à l'heure et qui est pourtant quand même particulièrement anodin. C'est-à-dire que la corporation colle finalement à la raison d'État. Oui. Et demande à ce que l'on sanctionne ceux de ses membres qui ne se conforment pas à la raison d'État, quand bien même elle couvre en fait des faits absolument criminels et inouïs. Bien sûr. En réalité, si Lenné et Grand vont témoigner, c'est parce qu'ils ont constaté qu'on discriminait de façon scandaleuse Jean-Luc Einaudi. On lui refusait l'accès à des archives qui devenaient des preuves judiciaires dans le procès en question, puisqu'elles existaient, ces preuves. Et alors même qu'on autorisait certains historiens ayant montré patte blanche à consulter les mêmes archives. Donc vraiment... Parce qu'on sait qu'eux, ils ne diront pas ce qu'il ne faut pas dire, quoi. Oui. Ces 2 archivistes, Brigitte Lenné et Philippe Grand, ils avaient déjà eu des problèmes, il y avait déjà eu des tensions avec le directeur des archives à propos de l'élimination, pour des raisons économiques, hein, pour des raisons de manque de place, de certaines séries archivistiques qui en fait pouvaient avoir un intérêt politique, historico-politique majeur. Effectivement, oui, ils s'opposaient à ce qui se développe beaucoup dans ces années-là, alors pas seulement aux archives de Paris, c'est une politique d'élimination d'archives pour des raisons officiellement donc, de manque de place et de budget, mais aussi par ailleurs donc, de conservation d'archives par morceaux choisis, mais par morceaux choisis arbitrairement. Un échantillon, quoi. Voilà. Alors, il y a quelques exemples fameux. Donc, on sait que sous ce directeur des archives de Paris, les archives relatives aux électeurs du 5e arrondissement de Tibéri ont disparu. Certaines archives relatives aux frais de bouche du maire Jacques Chirac de Paris ont disparu. Alors qu'il y avait eu un scandale financier. Oui, et on sait également que alors Philippe Grand et Brigitte Lenné ont réussi à éviter que ne soient passées au pilon les archives concernant la spoliation des Juifs pendant l'occupation, et des archives sur lesquelles a ensuite travaillé la commission Mattei, qui s'est occupée des réparations, enfin des restitutions de biens aux Juifs spoliés. Donc il y avait déjà un contentieux, bien sûr, ils étaient déjà considérés comme les moutons noirs des archives de Paris, et c'est une explication également à la vigueur des sanctions dont ils ont été l'objet, des sanctions déguisées, hein, puisqu'elles n'ont jamais rien eu d'officiel. Alors, les choses, tout ça est assez consternant quand on y réfléchit bien, pas très flatteur pour... disons pour les archivistes en tant que profession, les choses ont quand même beaucoup changé. Hein, absolument. Là, on a vu avec beaucoup de satisfaction. Oui, on a vu avec beaucoup de satisfaction une promotion d'élèves conservateurs se baptiser Brigitte Lenné en produisant un texte explicatif extrêmement juste et disant que Brigitte Lenné avait, selon ses élèves, sauvé l'honneur de la profession. Et puis, je dirais par exemple, très récemment, dans la bagarre qui a eu lieu et qui continue d'ailleurs
avec le gouvernement actuel sur la liberté d'accès aux archives publiques. L'association des archivistes français, qui est une association très importante et représentative, a été en pointe et on voit bien qu'elle ne considère pas ou plus que le rôle des archivistes sont d'être des gardiens dociles des secrets de l'État. C'est ça. Alors que le rôle même de cette association à l'époque avait été inverse. Un peu moins, oui, un peu moins libéral. Au point qu'elle se trouve en contradiction, d'ailleurs, à l'époque, avec une intervention de l'Association internationale des archivistes. Oui, alors, Philippe Grand et Brigitte Lenné reçoivent des tonnes de soutiens internationaux, d'archivistes et d'historiens, de chercheurs qui ont eu affaire à eux, notamment à Brigitte Lenné, et dont ils louent les qualités, quoi. Hein. Mais en France, ils sont mis au banc de la profession, véritablement. Oui. Puisqu'on est sur ce thème-là, avant d'en revenir aux événements du 17 octobre et à leur portée actuelle, je voudrais quand même qu'on dise un petit mot, puisqu'il en est question à la fin du livre, sur la politique des archives des gouvernements Macron. Ouais. Ça, c'est une question qui est d'une actualité brûlante. On peut peut-être commencer en rappelant qu'à la Grande Hache, on avait reçu Raphaël Branche, à l'époque, il y a 3 ans, où le président Macron s'était rendu, et c'était un événement majeur, auprès de Josette Audin, donc la veuve de Maurice Audin, enlevée par les parachutistes français à Alger en 1957, assassinée, son corps disparu, et un scandale qui s'ensuit, une recherche de la vérité emmenée notamment par Pierre Vidal-Naquet, jamais de reconnaissance par l'État de ce crime et de cette disparition, jusqu'à ce que donc, Emmanuel Macron, finalement, dans une logique un peu de disruption, disait bah oui, on va le reconnaître, et de façon spectaculaire, donc aille demander pardon même, accompagné d'historiens de la guerre d'Algérie, dont Raphaël Branche d'ailleurs, qui était notre invité, à Josette Audin. Et Macron avait annoncé à cette occasion qu'il allait ouvrir les archives pour qu'on puisse faire la lumière sur les disparitions. Ça te concerne tout particulièrement, puisque l'un de tes champs d'études majeurs, c'est de justement retrouver ces disparus. Or, pour ce qui est de cette ouverture des archives, on l'a vu à l'épreuve du temps, donc ça c'était une annonce qui a été faite il y a 3 ans, et bien à l'inverse, et en même, c'est pas seulement en même temps pour le dire à la Macron, mais à l'inverse de ce qu'il avait annoncé, de ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, les archives se sont fermées au contraire. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus? Avec ce constat de la puissance de la propagande gouvernementale, puisque moi, je ne suis pas le seul, hein, historien, quand on est interrogé par beaucoup de journalistes français ou étrangers, on commence par nous dire, alors est-ce que vous êtes content de l'ouverture des archives par Macron? Bien, alors en réalité, ce qui s'est passé, mon analyse, c'est que, en dépit donc, de ces annonces de transparence, d'ouverture, etc., il y a un lobby sécuritaire extrêmement puissant au sein de l'État français, qui a fini par gagner une bataille pour viser à rendre incommunicable un certain nombre d'archives. Bon. Alors ça s'est passé en plusieurs temps. Il se trouve que sous Sarkozy en 2011 a été prise ce qu'on appelle une instruction générale interministérielle, 1300, demandant cette chose assez extraordinaire que tous les documents tamponnés secret défense, alors même qu'ils étaient devenus communicables selon la loi de 2008, puisque pour ces documents-là, la loi en vigueur dit que tout est communicable après 50 ans, tamponné secret défense ou pas. Et bien là, il s'agissait de demander aux archivistes de ne pas communiquer tout ce qui était tamponné secret défense dans l'attente d'une éventuelle déclassification de ces documents par le ministère versant. Alors, c'était tellement ubuesque comme demande, ça concerne des millions d'archives dans beaucoup de centres d'archives en France, notamment ceux de la Défense, mais pas seulement, qu'en fait cette instruction n'a jamais été appliquée véritablement. C'est en 2019 qu'il y a eu une crispation sur la question et qu'on a appris en décembre 2019 que les archives de la Défense à Vincennes étaient quasiment fermées parce qu'on avait exigé qu'elles appliquent cette instruction prise sous Sarkozy en 2011. Bon. Alors ça a provoqué un tollé chez les chercheurs, mais aussi chez les archivistes, à qui on demandait de faire quelque chose d'une absurdité patente. Et, alors je résume, un recours a été déposé au Conseil d'État, qui a abouti à ce que le Conseil d'État dise « mais cette instruction ne peut pas être considérée comme supérieure à la loi, qui dit « tout est communicable après 50 ans ». Et là, ce lobby sécuritaire, donc ministère des Armées, services de renseignement, etc., est tout de même parvenu à ses fins en faisant voter le 2 juillet dernier, 2021, un article de loi perdu dans une loi sur le terrorisme
qui, en fait, donne la possibilité à l'État, mais en particulier au ministère des Armées et au service de renseignement, de décider que des documents sont, alors même qu'ils ont dépassé les délais de communication légaux, resteront incommunicables à leur discrétion. Hein. Et ça, donc, c'est une bagarre qui continue. Hein. Il y a une bagarre qui a été menée à la perspective de l'adoption de cet article par une association d'historiens et d'archivistes. Hein. Oui, absolument, par l'association Maurice Audin également. Mais là, il y a vraiment, à mon avis, une prise du pouvoir. Alors, ce qui est particulièrement frappant tout de même, c'est l'absence totale de la ministre de la Culture, Mme Bachelot, dans ces débats. Hein, il y a eu des débats extrêmement importants, notamment au Sénat, sur cette question. Le ministère de tutelle des archives a été inexistant. On n'a entendu que le ministère des Armées. Et à mon avis, c'est une véritable prise de pouvoir sur les archives publiques de cette fraction sécuritaire quelque peu paranoïaque de l'État français. C'est quand même assez inquiétant parce que ça va dans le sens d'une impunité éternelle, finalement, en tout cas de l'absence de droit de regard à jamais. Bien sûr, c'est une atteinte à un droit démocratique fondamental, puisque le droit des citoyens à savoir ce que l'État a fait en leur nom est un droit essentiel, bien sûr. Oui. Et on peut noter quand même au passage que ça se fait par le biais d'une législation antiterroriste, oui. comme très souvent ce genre de choses. Si on en revient quand même à l'objet historique principal, qui est donc ce massacre perpétré par la police française, parisienne en l'occurrence, le 17 octobre et les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, tout au long du mois d'octobre en fait, parce que ça avait même commencé un peu avant, comme nous l'ont appris les historiens. Il n'y a pas de moment de commémoration, il n'y a pas de mémoire de la gauche qui s'est construite autour de cela, comme tu le rappelais, inversement, par rapport à la situation autour de Charonne, comme moment mémoire, moment objet de mémoire. Comment est-ce que les choses vont se développer désormais? On sent bien, ne serait-ce qu'avec la réception de ton livre, qui est quand même évoqué fréquemment, je pense, qui est très visible, qui va l'être, en tout cas on l'espère, il y a une sorte de réveil, en quelque sorte, autour de cette question. Oui, alors bon, il y a l'effet du 60e anniversaire qui joue, évidemment, mais moi, je constate en fait qu'il y a une actualité du 17 octobre 61 qui se renouvelle sans cesse et qui n'a probablement jamais été aussi forte que ces derniers temps. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais moi, ce qui me frappe, c'est que ce qu'on voit à son paroxysme fonctionner en octobre 61, c'est ce que j'appelle le système d'impunité du racisme systémique en France. Hein. On a des violences extrêmes qui sont commises par la police, qui sont couvertes par la hiérarchie policière, qui sont une version mensongère relayée par la presse, un gouvernement qui soutient également le mensonge, et une justice qui ne fait rien, qui regarde ailleurs. Ça ressemble beaucoup à la situation actuelle. Ça ressemble beaucoup à quelque chose qui s'est perpétué et contre lequel, au printemps dernier, par exemple, la génération Adama, du comité Vérité et Justice pour Adama Traoré, par exemple, parmi bien d'autres affaires de ce genre, contre quoi elle se battait? Contre le même système d'impunité. Alors évidemment, dans un contexte où on tue, fort heureusement, beaucoup moins qu'en octobre 61, mais où on tue encore, où on violente encore, où la police a encore des pratiques racialisées qui restent, mutiles, oui, et qui restent impunies de la même façon. Alors, ce qui est frappant, c'est que c'est un écho, une résonance contemporaine particulièrement forte. Quand on sait que le préfet allemand, par exemple, célèbre, comme il l'a fait encore récemment, l'héroïsme des forces de police françaises pendant les périodes difficiles de notre histoire, le préfet allemand qui est le successeur de Papon, c'est une sorte de falsification de l'histoire par omission au moins, qui est tout à fait frappante, et c'est pas très rassurant sur, chaque tentative de reconnaissance, sur la suite. Chaque tentative de reconnaissance, que ce soit municipale ou lors de celle d'Hollande en 2012, dont on pourra dire un mot, on a entendu les syndicats de police hurler à l'atteinte à leur honneur. Et je pense qu'on entendra le 17 octobre prochain la même chose, puisque le président Macron a annoncé qu'il ferait un geste symbolique, parce que c'est quelque chose qui est impossible à regarder en face, en réalité. Ce qui s'est produit est très difficile à regarder en face. Ça reste, un gros clou rouillé dans la voûte plantaire de la République française. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'on a entendu l'an dernier, par exemple, pendant les manifestations dans la foulée de Black Lives Matter et celle de ce qu'on a appelé la génération Adama, des gens nous dire « Oui, mais vous plaquez des concepts américains, états-uniens sur une réalité qui n'a rien à voir, etc. » Mais si ces gens peuvent dire ça, c'est parce qu'ils occultent, ils ignorent, alors sincèrement ou volontairement, 50 années de lutte de l'immigration
contre le racisme structurel en France, contre les crimes racistes en particulier les crimes racistes policiers. Et d'une certaine façon, le 17 octobre 61, je disais que c'était un point d'arrivée coloniale, mais c'est un point de départ dans l'histoire de l'immigration en France, du traitement de l'immigration par la République française. Et on peut dérouler un fil en posant des jalons. Dans les années 70, il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement des travailleurs arabes, qui se bat contre le racisme et les discriminations, qui organise la première grève ouvrière antiraciste, la seule, je crois, de l'histoire. La gauche ignore totalement, la gauche française ignore totalement, elle laisse ce mouvement tout seul également. Dans les années 80, il y a la marche contre le racisme et pour l'égalité. Dans les années 90, on voit le mouvement immigration banlieue. Je cite des jalons symboliques, emblématiques. Dans les années 2000, il y a la révolte des jeunes après la mort de Ziad Ebouna dans les quartiers populaires. Et la déclaration d'état d'urgence par le gouvernement Chirac. Sûr, voilà, bon. Première fois depuis la guerre d'Algérie. Toute cette histoire-là est totalement occultée. C'est une histoire à la fois des tentatives de l'immigration coloniale ou post-coloniale et de prendre la parole, d'être un sujet politique autonome. C'est ça qu'on n'a pas supporté le 17 octobre 61, c'est de voir ces gens qui auraient dû rester dans leur bidonville et leurs hôtels garnis, en sortir et venir dans le cœur symbolique de la capitale réclamer des droits. C'est ça, en lisant Papon, on comprend bien que ça c'est une obscénité totale à l'époque. Eh bien, dans certaines réactions lors des manifestations du comité Adama au printemps 2020, moi j'ai reconnu le même effroi de gens qui s'affolent parce que le système dont ils profitent et qu'ils défendent est menacé par ce mouvement. Et il y a une situation de la police actuelle, une culture policière qui est complètement héritée de cette attitude et de cette certitude d'impunité. Effectivement, ça va être intéressant de voir comment le gouvernement va pouvoir, puisque Macron, en reprenant les préconisations du rapport Stora, c'est ça, devrait proposer quelque chose pour la commémoration. Comment est-ce que face à des syndicats de police qui sont plus radicalisés que jamais, qui réclament l'impunité officiellement... Ils sont d'ailleurs bien moins pluralistes qu'ils ne l'étaient en octobre 61. En octobre 61, il y avait des représentants syndicaux communistes de gauche dans la police française. Ceux qui ont d'ailleurs souvent donné l'alerte et témoigné de l'horreur de ce que certains de leurs collègues avaient fait. Aujourd'hui, on est dans une situation ça n'arriverait pas. Où il y a, comme tu dis, une extrême droitisation des syndicats de police. Je disais tout à l'heure qu'à chaque reconnaissance, on a eu des hurlements à droite, à l'extrême droite et dans les syndicats de police. On les aura à nouveau, quelle que soit la prise de parole de Macron. Je doute fort que dans le contexte politique actuel, il aille très loin et qu'il puisse, lui, regarder toutes les dimensions qu'on vient d'évoquer dans cet événement. Il va falloir qu'il trouve des contorsions. Oui. Alors, bon, pour l'instant, il a fait un tweet. Un tweet, donc, c'est par définition ce qu'on peut faire de plus sommaire. C'est encore plus sommaire que la déclaration qu'avait fait Hollande en 2012, qui avait une importance. C'était la première prise de parole quand même du sommet de la République depuis 1961. Bon, mais on ne savait pas qui avait tué, combien, pourquoi. Bon, bref. Donc Macron a tweeté. Et alors, ce qui est très frappant, c'est cette façon, à propos du 17 octobre 61 en particulier, de dépolitiser le problème et d'en faire une affaire diplomatique ou communautaire. C'est-à-dire que si on prend la peine de compatir à la douleur des victimes, de avoir une pensée émue, etc., c'est par égard pour l'Algérie, donc dans une démarche d'apaisement éventuelle avec l'Algérie, ou alors c'est destiné uniquement à la prétendue communauté des Français d'origine algérienne. Bon. Alors que ce qu'il faut dire et répéter, c'est que cette histoire est une histoire qui concerne au premier chef la France, la République française, et qui doit être prise comme telle. Et c'est ça, bien sûr, la difficulté énorme. Et une des façons d'évacuer la question, c'est d'en faire, je vous dis, une affaire diplomatique. Et non pas du tout une affaire de racisme systémique qui se prolongerait jusqu'à nos jours, du fait de l'impunité. Merci beaucoup, Fabrice Rissé-Puty. Je voudrais profiter de ce qu'on est ensemble aussi pour signaler l'existence d'un livre qui vient de paraître, auquel tu as contribué, qui s'appelle « Les disparus de la guerre d'Algérie », qui est paru chez l'Harmattan sous la direction de Catherine Tedjen, de Gilles Manseron et de Pierre Mansat. Toujours donc sur ces questions dont tu t'occupes particulièrement avec les recherches dans les archives autour des gens qui ont disparu pendant la guerre d'Algérie. Ce livre, donc, ici, on noya les Algériens, la bataille
de Jean-Luc Einaudi reprend à la fois l'histoire du 17 octobre et l'histoire des difficultés qui ont été rencontrées pour en faire l'histoire, parce que les enjeux sont toujours absolument contemporains. Le livre, finalement, nous rappelle qu'il y a des domaines dans lesquels l'histoire est peut-être une chose trop sérieuse pour être laissée seulement aux historiens professionnels. C'est un historien militant, comme le disent parfois les historiens professionnels avec mépris, qui a mis en avant des faits absolument capitaux pour notre histoire, et pour le présent. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.